Une proposition de loi vient d'être déposée le 28 octobre 2025 par un député LFI, ayant pour titre « Redonner du pouvoir de vivre par la contribution universelle à la prospérité partagée ». Malgré ce titre un peu obscur et pompeux, nous allons regarder son contenu et les implications potentielles. Alors ce texte est au stade de dépôt pour l'instant, il va falloir attendre que la commission des finances s'en saisisse pour voir le sort qui lui sera donné. Cela peut prendre des mois d'attente. Il se peut aussi que ce type de proposition de loi soit fait pour soulever le débat dans les médias et sensibiliser le public, avant d'y donner une suite. Donc cette vidéo est clairement par anticipation, mais vous pourrez dire que vous étiez informé avant tout le monde. Alors comme d'habitude, vous trouverez les sources utilisées en description sous cette vidéo pour vérifier et vous faire votre propre opinion. Alors regardons cette proposition ensemble. L'exposé des motifs donne le contexte et détaille la proposition. Alors de quoi il s'agit? Donc voici la synthèse. Donc l'objet de cette proposition de loi est de permettre très concrètement, par la création d'une contribution universelle sur l'ensemble des paiements scripturaux, cartes bancaires, chèques, virements, à un taux de prélèvement infinitésimalement faible de 0,5%, de collecter plus de 212 milliards d'euros. Instantanément, la contribution universelle pourrait se substituer à la contribution sociale généralisée, CSG plus CRDS. Alors je vous laisserai lire dans le détail cette première section si vous voulez. Bon, il est évoqué en synthèse et pêle-mêle les inégalités économiques, la cohésion sociale, le bien vivre ensemble, les inégalités de patrimoine, la précarité, l'ubérisation du travail, le capitalisme, le système fiscal actuel inadapté. Tout un exposé pour expliquer de manière un peu poussive le besoin de repenser une partie de la fiscalité en France pour améliorer le rendement du travail et changer la fiscalité du travail. Et donc cette section finit par l'objectif. Cette proposition de loi a pour ambition de nous questionner spécifiquement sur l'efficacité de l'imposition du capital et sur la mise en place d'un système fiscal plus juste qui permette de rendre du pouvoir de vivre à ceux qui en sont aujourd'hui privés. Ensuite, une deuxième section détaille la proposition de cette contribution universelle. Alors, il est d'abord fait référence à Marc Chenet et ses travaux en Suisse. En creusant un peu, il y a effectivement une proposition de loi en Suisse dite de micro-impôt, très similaire à ce qui est proposé dans la PPL en France. Alors cette idée, elle est évoquée depuis une grosse dizaine d'années. Il y a eu un projet de votation par initiative populaire en 2020-2021, mais ce n'est pas allé plus loin parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de signatures de soutien qui sont nécessaires donc, pour que l'initiative puisse se transformer en votation en Suisse. Donc ça semble un peu au point mort côté suisse. Et voici le dernier manifeste que j'ai trouvé qui date de 2024 et qui donne un peu le détail et l'esprit de cette microtaxe. Donc il propose de faire une modification à la constitution en Suisse et c'est présenté pour remplacer donc la TVA, l'impôt fédéral et le droit de timbre en Suisse. Mais il y a quelques différences avec la proposition qui est faite en France, alors notamment l'application sur les débits et les crédits, les transactions à l'étranger, et avec un taux de départ qui est à 0,005% au lieu des 0,5% en France, soit 100 fois moins. Alors vous aurez aussi sous cette vidéo les liens utiles si vous voulez creuser le sujet de ce qui se passe en Suisse. Et donc revenons à la proposition française. Alors le principe de cette contribution est un prélèvement automatique et minime appliqué à l'ensemble des flux financiers, dits paiements scripturaux, c'est-à-dire tous les paiements électroniques et incluant donc les flux spéculatifs. Donc ce qui couvre tous les paiements par carte bancaire ou en ligne, les virements, les prélèvements, les chèques, les retraits aux distributeurs. Toucher son salaire à la fin du mois sera taxé par cette contribution. Payer sa baguette sans contact sera taxé. Payer ses impôts sera taxé. Alors c'est pas clair si cette contribution universelle remplace ou elle fait doublon avec la taxe sur les transactions financières qui est applicable actuellement en France, alors que cette TTF, elle est proposée d'être élargie en commission des finances dans le cadre des discussions budgétaires actuelles, et on attend d'ailleurs le débat dans l'hémicycle dans les tout prochains jours à ce sujet. Alors, en 2022, la Banque de France a calculé que le montant total sur un an des transactions réalisées en France, tout moyen de paiement scripturaux confondus, représentait 42 500 milliards d'euros. Alors effectivement, voici le document de la Banque de France qui date de 2022, mais la Banque de France a fait une mise à jour donc récemment en 2025 pour les chiffres 2024, en annonçant une baisse du volume total à 34 900 milliards d'euros. Alors cette contribution se substitue à certaines sources de collecte afin ultimement de libérer du revenu pour les ménages et les entreprises.
Alors la suppression de la contribution sociale généralisée et de la CRDS permettrait, dans certains cas, de libérer jusqu'à 10% du revenu brut et d'alléger l'imposition d'allocations chômage, pension de retraite, etc. Alors je pense que là, ils font référence aux 9,7% de CSG-CRDS qui s'imputent sur les salaires, dont 6,8% sont déductibles du revenu imposable. Seuls seront maintenus les CSG-CRDS pour les prélèvements forfaitaires uniques, PFU, pour les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values de cession de titres. Donc ce qui veut dire que avec ça, le PFU augmenterait de 0,5%. Donc la contribution universelle est une imposition de toute nature, au sens de l'article 34 de la Constitution. Elle a pour assiette tout flux scriptural émis sur le territoire national. Alors cette limitation au flux émis sur le territoire national, c'est intéressant, ça peut être même ambigu. Alors en première lecture, ça voudrait dire que ça concerne seulement les transactions donc émises depuis la France, et que cela exclut donc les transactions reçues en France, ainsi que les transactions émises depuis l'étranger, à destination de la France ou d'un autre pays étranger. Alors à mon avis, ils vont clarifier ce point pour s'aligner avec le projet suisse, parce qu'on vous a vu qu'en Suisse, tout était couvert, pour taxer les émissions et les réceptions, et pour éviter que les fonds ne partent à l'étranger, pour ne plus être sujets à cette nouvelle taxe. Alors, les recettes afférentes à l'assiette sont de l'ordre de 212 milliards d'euros pour les données 2022. Donc ça correspond bien aux 0,5% des 42 500 milliards de transactions évoquées plus haut dans le document. Mais alors avec un volume de 34 900 milliards en 2024, cela ferait une recette de 175 milliards d'euros. Alors, les recettes sont par ailleurs potentiellement plus élevées en ce que les statistiques de l'Observatoire pour la sécurité des moyens de paiement ne comprennent pas les produits dérivés, les transactions réalisées par des institutions financières, dont les organismes de placement collectif et les SICAV. Donc il faut comprendre que les transactions boursières effectuées par les banques de trading seraient couvertes par cette proposition, même si elles ne sont pas dans le chiffre de 212 milliards de recettes annoncées. Alors taxer ces transactions boursières, c'est notamment le cœur du justificatif en Suisse. Et c'est pas de repenser la fiscalité du travail qui serait plutôt une conséquence heureuse de l'augmentation de la taxe sur les transactions en bourse. Et donc tout comme pour le projet d'augmenter la TTF en France, les banques devraient s'adapter et délaisser la place financière parisienne qui serait trop taxée et deviendrait inintéressante. L'assujettissement d'une opération de retrait et dépôt d'espèces évite toute perte de recettes en cause d'un regain progressif potentiel de la circulation des espèces. Alors en incluant les retraits et les dépôts d'espèces, il couvre bien en amont les paiements en espèces. Par contre, ce passage par les espèces sera taxé 2 fois. Une fois pour retirer les billets au distributeur et payer son boulanger, par exemple, et une deuxième fois lorsque le boulanger déposera les espèces de sa caisse à sa banque. Ça serait une incitation à délaisser encore plus le paiement en cash pour tout tracer par des paiements numériques. Mais pas sûr que cela soit un frein au blanchiment d'argent qui, lui, se jouera des frontières pour éviter cette contribution universelle. Alors l'application de la contribution universelle à la prospérité partagée, c'est immédiatement 10% de revenus en plus pour tous les salariés et les micro-entrepreneurs. Tous les revenus du travail. Alors ça, c'est typiquement la formulation marketing pour vendre cette proposition et qui sera déclinée sur tous les plateaux des médias jusqu'à l'overdose. Donc comment cette contribution va être collectée ? Donc, elle est automatiquement prélevée par l'établissement financier à charge de réaliser l'opération de paiement sans espèces ou le dépôt ou retrait d'espèces. Alors avec ce prélèvement à la source par la banque, j'imagine que la taxe sera imputée sur le compte du donneur d'ordre, c'est-à-dire vous, ou une entreprise. Par exemple, vous payez quelque chose 100 € chez un commerçant. Ce commerçant reçoit les 100 €, mais vous êtes débité de 100 € et 50 centimes sur votre compte, donc les 0,5%. De même en retirant de l'argent au distributeur, ou lors d'un virement. Comme toute taxe, de toute façon c'est le consommateur ou le citoyen qui va la supporter au final, donc ça reviendra à une baisse des revenus de 0,5% et une augmentation des prix de 0,5%, soit au final une taxe supplémentaire de 1% si elle n'est pas compensée par une baisse d'autres taxes telles que la CSG, CRDS, la TVA, l'impôt sur le revenu, ou toute autre taxe associée à une transaction. Et si, comme c'est défendu en Suisse, ce sont à la fois les émissions et les réceptions qui sont taxées, alors ce serait une taxe supplémentaire de 2%, 0,5% à l'émission du salaire par l'employeur, 0,5% à la réception du salaire sur le compte en banque du salarié, 0,5% lors du paiement d'un achat, et 0,5% à la réception par le commerçant du paiement de cet achat. Alors pour les salaires, je suppose que c'est le salarié qui supportera cette taxe, qui sera déduite de sa paye. C'est pas l'employeur qui va la supporter. Et pour les entreprises, ce sera donc une augmentation aussi de leur coût de 0,5 ou 1% lorsqu'ils payent leurs factures à leurs fournisseurs
pour des matières premières et des services, qui se répercutera in fine sur le prix final du produit ou du service payé par le consommateur. Alors, les établissements financiers retiennent en contrepartie de la collecte de la contribution universelle une retenue à la source rétributive de 1% du montant de contribution universelle prélevé sur l'opération assujettie. Alors donc les banques vont servir de percepteurs pour l'État, comme le font actuellement les entreprises pour la TVA, et elles auront leur commission de 1% au passage. Alors ils proposent de créer un conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle, le CCSU. Donc en impliquant à 65% des membres de la vie civile, patronat, syndiqués, retraités, cadres, et puis avec des gens de toutes ces belles autorités publiques. L'instance du CCSU vise à conserver face aux errances législatives la philosophie inhéremment citoyenne de la contribution universelle. Le CCSU rend un rapport annuel indiquant les performances et l'efficacité de la contribution universelle. Cet avis consultatif est adopté à la majorité qualifiée de l'instance, et l'avis du CCSU ne peut pas être juridiquement contraignant à l'encontre du gouvernement ou du Parlement. Donc en gros, je vois pas du tout l'utilité de ce CSU, quoi. Il va faire un rapport et un avis, et puis l'État va s'asseoir dessus joyeusement. Alors une fois que tout cet argent est récolté, quel en est l'usage ? En fait l'usage, dans ce document, l'usage des fonds est bien flou, c'est au conditionnel. Elle devrait générer plus de 210 milliards, elle pourrait donc instantanément se substituer à la CGCRDS, elle pourrait également se substituer à la TVA. Donc on verra dans le texte de loi que en fait, l'usage de ces fonds n'est pas adressé. Donc ils évoquent bien sûr des dépenses supplémentaires pour l'éducation, la transition écologique, l'hôpital public. Et si on regarde le texte de loi proposé, alors on retrouve les principes qui sont évoqués plus haut. Par contre, le taux qui est indiqué ici, c'est 0,05% au lieu des 0,5% dans le cœur du document. Alors du coup, les recettes elles seraient 10 fois moindres et donc elles ne seraient pas du tout les mêmes. Par analogie avec le projet en Suisse, c'est peut-être un taux de départ pour voir et qui serait voué à augmenter pour remplacer au fur et à mesure la CSG-CRDS, au fur et à mesure de la collecte, voire d'autres impôts. Ce qui expliquerait pourquoi c'est flou dans l'exposé sommaire et dans cet article 8, où il n'est pas précisé quelle autre recette serait perdue. Alors si on fait un premier bilan de cette proposition, alors donc vous avez vu déjà la rédaction, elle est pas très claire par endroits, voire avec des erreurs. Alors, je sais pas si mes commentaires seront vus par les filles et pris en compte pour améliorer leurs propositions par la suite, ce serait presque flatteur. Alors s'il faut comprendre une taxation à l'émission et la réception, ce serait alors 424 milliards d'euros de recettes au lieu des 212 annoncés. Et comme je démontrais, les 0,5% pourraient même se transformer à 2% de taxes en pratique. Et c'est ce taux de 2% que je privilégie, par analogie avec le projet suisse qui est mieux écrit. Par contre, les paiements en espèces, eux, ne seraient taxés que de 1%. 0,5% au retrait au distributeur et 0,5% lors du dépôt à la banque de la caisse par le commerçant. L'échange de pièces, billets et chèques de la main à la main ne serait pas taxé, ce qui favorisera le retour du cash et des chèques pour baisser les taxes de 1%. Alors des transferts d'argent entre deux comptes d'une même personne seraient a priori taxés, même si cela n'est pas associé à un échange de services ou de produits. Par exemple, verser son épargne de son compte courant vers son livret A sera taxé, au moins si c'est dans une autre banque. C'est pas clair si les transferts individuels au sein de la même banque seront concernés. Il y a forcément et certainement des transactions non anticipées à ce stade pour lesquelles l'application serait absurde ou difficile, voire contre-productive. Alors pour la mise en œuvre, les banques devront mettre à jour leur système informatique pour tracer, collecter et reverser cette taxe à l'État. Disons que c'est pour ça que la commission de 1% a été mise en place. Mais il est naïf de croire qu'augmenter les salaires de 10%, comme c'est évoqué, n'aura pas d'impact sur les prix. Bien entendu, les prix vont augmenter grâce à la hausse du pouvoir d'achat des gens, même si cette taxe supplémentaire ne s'appliquait pas. Alors s'agissant d'une taxe venant de l'extrême gauche pour augmenter les recettes, et donc encore mieux augmenter les dépenses, il faut s'attendre à ce que les réductions d'autres taxes ne soient pas pour tout le monde, et notamment au détriment des vilains riches et des méchantes entreprises qui font des bénéfices. C'est déjà évoqué dans le document par le maintien de la CSG-CRDS sur les revenus et les plus-values du capital, et donc une augmentation de la flat tax. Et c'est pour ça que c'est pas précisé dans le texte de loi, je pense. C'est pour laisser la liberté à la négociation par la suite. L'abandon de la CSG-CRDS, de l'impôt sur le revenu et de la TVA sont pour l'instant des paroles en l'air. Seule la nouvelle taxe est concrète dans cette PPL. Alors si on essaye de prendre un peu de recul sur cette proposition de contribution universelle à la prospérité partagée, pour voir si elle a vocation à vraiment repenser la fiscalité en France et ne pas simplement être une taxe additionnelle. Alors pour la vie au quotidien en général, j'ai l'impression que cela revient à remplacer une taxe par une autre avec un taux moindre.
Donc une TVA à 1% au lieu des 5,5, 10 ou 20% actuels. Les impôts sur le revenu qui augmentent de 1%, moins de taxes nettes sur le salaire, grâce à la baisse de la CSG-CRDS. Alors si c'est réellement accompagné par, à minima, une baisse des charges salariales en parallèle, alors ce serait effectivement une baisse de la fiscalité du travail pour taxer les flux financiers et l'épargne. Alors même si c'est présenté comme un bonus dans le document, j'ai surtout l'impression que cette idée de micro-impôt a été pensée pour taxer les transactions qui sont en dehors des clous actuellement, telles que le trading de dérivés ou à haute fréquence qui manipule un gros montant à chaque transaction, des transactions nombreuses mais courtes dans le temps, et avec un rendement unitaire par transaction faible. C'est d'ailleurs un argument fort qui est exploité côté suisse, et ce serait le réel objectif de ce micro-impôt, de taxer tous les flux financiers pour augmenter les recettes, sous couvert d'une hausse du pouvoir de vivre d'une partie de la population. Et on revient sur la ligne conductrice de la gauche durant ces débats budgétaires, taxer les riches, en l'occurrence surtout les banques d'affaires, pour augmenter les recettes et en faire profiter leur électorat. Aussi l'objet de la réforme de la TTF en discussion au Parlement, à voir si cela ne fera pas doublon, même si les chiffres annoncés dans la PPL sont basés sans prendre en compte ces transactions boursières. Mais je ne vois pas de remise en cause structurelle et philosophique du fonctionnement global de notre société en touchant au lien qui fait une société, c'est-à-dire les interactions entre individus pour échanger des produits ou des services, qui se faisaient d'abord sous forme de troc et à présent par le biais de l'argent. Je ne vois pas non plus d'impact sur le principe de la contribution au collectif par le biais de l'impôt au bénéfice du collectif. La différence serait que l'individu serait taxé pour ce qu'il consomme et non pas pour ce qu'il produit. Alors, je vois par contre une forte analogie avec la taxe Zuckman et son VRP, qui se voulait aussi un game changer, disruptive sur les principes pour combattre les inégalités. Cette microtaxe est également incarnée par un économiste qui mûrit et cherche à valoriser son projet depuis des années, sans succès pour l'instant. Alors vous avez donc sous cette vidéo les sources utilisées pour vous aider à vous faire votre propre opinion. Alors, s'agit-il d'une simple taxe supplémentaire ou une révolution pour les principes structurants de la fiscalité d'une société ? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette proposition de loi, je les lirai avec attention.